Abidjan, ville lumière, c'est reparti. La capitale économique s'illumine et c'est la première dame Dominique Ouattara qui a donné le coup d'envoi ce lundi soir à Cocody, Riviera. Dans ce journal, nous nous rendrons au palais de justice d'Abidjan-Plateau où le procès lié aux événements de la crise post-électorale a repris ce lundi. 82 personnes sont au box des accusés. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec le personnel soignant du secteur de la santé. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre du CMU, le projet de couverture maladie universelle dont le démarrage est prévu pour janvier 2015. Voilà pour les titres et bienvenue dans ce journal. Ce soir, la première dame Dominique Ouattara était sur la place juste à l'entame du pont Henri-Konan Bédié côté Riviera. Elle y était pour prendre part à la cérémonie de lancement d'Abidjan Ville Lumière. La première dame a mis en marche toutes les lumières qui illuminent depuis ce soir donc plusieurs axes de la ville d'Abidjan. Je vous propose maintenant d'écouter la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Nous vous proposerons cet élément dans nos prochaines éditions. Mais avant, direction le palais de justice, le palais présidentiel. Et vous allez le voir en image, le procès lié aux événements de la crise post-électorale a repris ce lundi et 82 personnes sont au box des accusés. Mais avant, je vous propose l'élément dont je vous parlais à l'instant. La fête des illuminations, qui se veut fédératrice à plus d'un titre, s'inscrit désormais comme une attraction phare dans le cœur et dans l'esprit des Ivoiriens pour la joie qu'elle nous procure par sa beauté, mais également pour les instants de convivialité qu'elle crée. En effet, depuis 4 ans déjà, à la veille des fêtes de fin d'année, Abidjan revêt sa belle parure de lumière et affiche une image rayonnante. Avec ces illuminations, la magie des fêtes de fin d'année prend tout son sens et je voudrais remercier Monsieur le gouverneur Robert Begré-Mambé qui a mis tout en œuvre afin que ces illuminations aient bel et bien lieu pour le bonheur des Ivoiriens. Vous venez donc d'entendre Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion du lancement d'Abidjan Ville Lumière. Et maintenant, en direction le palais de justice. Nous allons donc au palais de justice. Vous allez le voir en image. Le procès lié aux événements de la crise post-électorale a repris ce lundi et 82 personnes sont au box des accusés. Nous y reviendrons. Nous sommes au palais de justice et nous allons y rester encore un moment. La candidature de Laurent Gbagbo à la présidence du Front populaire ivoirien a été déclarée irrecevable par la justice ivoirienne. Le juge a ordonné le retrait pur et simple de la candidature dans le cadre de la tenue du 4e congrès du FPI. Je rappelle que c'est Pascal Affi-N'Guessan, président sortant du parti et candidat à sa propre succession, qui avait intenté depuis décembre 3 actions en justice pour l'annulation de la candidature de Laurent Gbagbo. Le dialogue politique entre le gouvernement ivoirien et l'opposition a repris ce lundi au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. À l'ordre du jour, le dégel des avoirs, la libération des prisonniers de la crise post-électorale et la sécurité pour tous. Objectif, arriver à la normalisation définitive de la vie politique en Côte d'Ivoire. Ben Touré, Abou Sanogo. Cette rencontre voulue par le Front populaire ivoirien intervient 8 mois après la précédente tenue en mai dernier. C'est juste une prise de contact pour rétablir le dialogue entre le pouvoir et l'opposition sur divers points à débattre dès 2015. Qu'il s'agisse des problèmes des prisonniers, du problème du dégel des comptes, du problème des exilés, du problème du financement des partis, de la sécurisation du territoire, de l'accès de l'opposition aux médias d'État, de la préparation des élections générales de 2015. Nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble avec le gouvernement et nous ne pouvons pas le faire si nous ne nous rencontrons pas, si nous n'engageons pas
de façon décisive le dialogue politique. Mais pourquoi renouer le dialogue au moment où accourt le procès de la crise post-électorale concernant les dignitaires du Front populaire ivoirien, dont Simone Gbagbo? Il y a des questions qui sont pendantes devant les tribunaux, il faut y être. Mais en même temps, cela ne doit pas nous couper du gouvernement, puisqu'il y a encore d'autres questions qui sont à régler. Et ces questions ne nous concernent pas personnellement, mais ce sont des questions qui concernent la Côte d'Ivoire, qui concernent la vie et le sort de nombreux Ivoiriens. Donc nous ne pouvons pas prendre prétexte du fait que nous-mêmes, personnellement, nous sommes en procès pour nous détourner de toutes ces questions. La libération de 150 prisonniers de la crise post-électorale et le retour de l'opposition à la commission électorale indépendante constituent quelques points de décrispation du climat politique ivoirien. Ce lundi, Daniel Cablan-Duncan a eu une séance de travail avec le personnel soignant du secteur de la santé. Donc, la séance de travail s'est déroulée en présence de la ministre Raymond Goudou Kofi. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre du projet de couverture maladie universelle prévu normalement pour janvier 2015. Sidonie Davila. Tout est fin prêt pour la mise en œuvre de la couverture maladie universelle CEMU. Ce lundi, avec le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan, les différentes corporations de la santé et la ministre Raymond Goudou Kofi ont exploré les pistes et mesures d'accompagnement pour la réalisation du projet CEMU. Les corporations de santé regroupant non seulement les ordres, les associations et les syndicats ont eu l'opportunité de rencontrer M. le Premier ministre concernant l'ébauche de tous les problèmes de santé qui se posent à ce pays avant la couverture maladie universelle. L'entretien a été fructueux. Soyez certains que les ordres de santé sont satisfaits de la rencontre qui a eu lieu et apporteront tout leur soutien aux objectifs du gouvernement, notamment en ce qui concerne la mise en place de la couverture maladie universelle en 2015 sur le territoire ivoirien. Couverture sociale permettant aux populations de bénéficier de soins entièrement gratuits. La couverture maladie universelle est un engagement du président de la République pour le bien-être des populations ivoiriennes. Développement durable, le concept semble méconnu des populations et pourtant le gouvernement en fait une priorité pour garantir aux générations futures de bonnes conditions d'existence. Cette année, le Parlement a adopté le projet de loi d'orientation sur le développement durable. Plusieurs autres lois votées à l'hémicycle prennent en compte les exigences liées au développement durable. Que renferme ce concept? Quels sont ses enjeux? Les réponses maintenant avec Michel Digré. Cité administrative au Plateau, le 10e étage de la tour D abrite le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Mais le concept du développement durable semble encore méconnu des populations. Non, j'entends parler de ça, mais je ne sais pas. Je sais que quand on parle de développement, d'abord c'est un avancement, mais quand on parle de durable, il faut chercher des objectifs. C'est le fait de développer une ville ou encore un pays en cascade. Bon, j'entends ça à la radio, mais franchement, je ne sais pas trop. Alors, le développement durable, tout simplement le développement qui permet aux générations présentes de subvenir à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à subvenir aux leurs. Les acteurs du développement durable sont entre autres l'État, les entreprises privées, la société civile. Toutefois, leurs actions doivent concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement. À plus de 500 km d'Abidjan, dans le département de Nassian, le village de Lambira expérimente ces 3 piliers du développement durable par l'entremise de l'ONG Anibawe. Il s'agit en fait des actions sur le plan social, une cantine scolaire qui a été offerte à l'EPP Lambira. Ensuite, un village qui est totalement électrifié par l'énergie solaire. Il y a l'initiative de reboisement. Toutes ces actions-là participent donc aux différents piliers du développement durable, notamment sur le pilier environnemental, sur le pilier économique, mais aussi sur le pilier social. L'opération de reboisement bénéficie de l'expertise de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Notre assistance consiste à réaliser 2 visages de pépinière. Une pépinière sèche
et une pépinière humide. Et cette pépinière va aussi servir pour le projet initié par le ministère des Eaux et Forêts, c'est-à-dire une école, une forêt de 5 hectares. L'ONG Anibawe entend continuer ses initiatives en faveur de l'utilisation des énergies renouvelables. J'ai trouvé qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours continuer de 2 poteaux. Je suis arrivé aujourd'hui à 24 poteaux dans le village, faire un éclairage lampadaire public où le village, tout au long, le village est presque éclairé. Et là, ça ne va pas s'arrêter là. Au-delà des énergies solaires, il y a aussi ce qu'on appelle l'énergie éolienne. Ce sont des énergies qui sont à base du vent, des énergies de biomasse à base des résidus de plantes agricoles. Et ce sont des énergies qui n'impactent pas sur l'environnement. Au niveau gouvernemental, plusieurs actions pour booster le développement durable en Côte d'Ivoire sont entreprises. Le projet de loi d'orientation sur le développement durable a été adopté au Parlement. Un nouveau code minier et un autre sur l'électricité ont également été élaborés. Ce code de l'électricité fait en sorte que l'État renonce à son monopole quant à la production et à la commercialisation de l'électricité. Sur cette base-là, le ministère de l'Énergie a lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès des promoteurs privés pour que ceux-ci puissent être sélectionnés en vue de la production de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Il y a eu quelques 65 promoteurs qui se sont signalés avec plus de 164 projets. Et ces projets-là concernent donc l'utilisation du solaire, l'utilisation de la biomasse et la petite hydroélectricité. Quand vous prenez le nouveau code minier, ça n'a rien à voir avec l'ancien code minier. Ce nouveau code minier a été adopté en 2014 également. Et ce nouveau code minier fait la part belle à la préservation de l'environnement, à la réhabilitation des sites qui ont été occupés. Ajoutez à cela un important programme de reboisement à l'échelle nationale. Le président Ouattara, lorsqu'il est parti à New York, a déclaré à la face du monde en 2017 le processus cacao zéro déforestation nette va commencer. Mais en fait, ce projet n'est qu'un projet pilote d'une ambition beaucoup plus large. Agriculture zéro déforestation nette. Ça veut dire quoi en clair? Que pour chaque hectare déboisé, cet hectare déboisé sera automatiquement remplacé par un autre hectare reboisé. La politique gouvernementale pour assurer un développement durable qui répond aux besoins du présent tout en préservant les intérêts des générations futures est ainsi engagée. Reste à prendre tous les décrets d'application des différentes lois adoptées pour accélérer le processus. Une parcelle DVA est égale à un certificat foncier. Ce sont donc 120 000 certificats fonciers qui seront bientôt délivrés. Dans le cadre du démarrage effectif de cette opération dans la zone d'Aboisseau en janvier 2015, une formation des commissaires, enquêteurs et agents fonciers a lieu à Grand-Bassam. Guiroje Nguessan, Adama Kone. L'opération Une parcelle DVA, un certificat foncier, vise la délivrance d'environ 120 000 certificats en un an sur des parcelles DVA plantées entièrement ou en partie. L'atteinte de cet objectif nécessite l'utilisation d'outils modernes, comme les smartphones. L'approche que nous avons adoptée, c'est l'approche e-management du projet, qui fait que tous les opérateurs qui sont mis sur le terrain, notamment les commissaires enquêteurs, sont dotés de smartphones, qui leur permet d'enregistrer les étapes de chacun des dossiers qu'ils gèrent. Et nous pouvons rester à Abidjan, enfin le ministère, on peut rester partout dans le monde, et savoir en temps réel comment les dossiers avancent. L'opération démarre en janvier 2015 dans la zone d'Aboisseau avec environ 4000 planteurs de la mutuelle des planteurs DVA du Sud pour s'étendre à l'échelle nationale. Pour réussir l'opération, une dizaine de commissaires enquêteurs de la zone est en formation sur la loi sur le foncier rural à Grand-Bassam. Le certificat foncier, document d'identification des plantations, permet de sécuriser les terres. Le processus de recensement, consiste à pouvoir identifier les détenteurs de droits coutumiers, leur délivrer les certificats fonciers.
Et ceux qui ne sont pas des détenteurs du territoire coutumier, qui sont des occupants, qui sont des exploitants, qui ne sont pas propriétaires, vont contractualiser avec les titulaires des certificats fonciers. L'opération est facile, viable et moins coûteuse pour les souscripteurs selon l'opérateur électronique. Pour une exploitation de 5 hectares qui devrait revenir à près de 700 000 francs CFA, le planteur DVA ne paie aujourd'hui que 296 600 francs CFA pour obtenir son certificat foncier. Les premiers certificats fonciers issus de cette opération sont attendus dès le mois de mai 2015. Nous sommes de plein pied dans les fêtes de fin d'année. Pendant cette période, l'on s'approvisionne beaucoup en denrées alimentaires. Mais à cette occasion, quelques commerçants montent le prix de leurs marchandises, ce qui n'est évidemment pas du goût des consommateurs. Regardez. Poulet, riz, tomates. Des denrées beaucoup prisées par bon nombre de consommateurs. Le marché est très cher. On ne peut rien payer même. Ce n'est pas par rapport aux fêtes, depuis même fort longtemps. Les poulets sont devenus chers. Le marché est cher, tout a augmenté, on ne comprend rien. Le prix du poulet, c'est à 3 500, d'autres font à 4 000, d'autres font à 5 000. Pour les commerçants, le prix élevé des produits vivriers sur les différents marchés n'est pas de leur fait. On prend ça dans le frigo, avec les femmes au marché. Le carton, 40 000, 50 000, 30 000. On est obligé de vendre ça cher parce qu'on prend ça cher. Le mois de décembre, là, ça ne marche pas. Parce que c'est partout. Commerçants et populations ont désormais les yeux rivés vers l'État en vue d'apporter de l'aide au secteur de l'alimentation. Le gouvernement n'a qu'à voir ça. N'a qu'à voir ça pour nous. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour venir au marché. On veut qu'on diminue le prix aussi, alors que si on diminue là-bas, nous aussi on diminue ici. Prix élevé des produits vivriers, manque de clients. Moment privilégié donc pour cette commerçante de s'accorder un petit moment de sommeil. Reportage signé Angenor Acré et par Gassoro Koné. Et à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, 17 000 kits alimentaires sont offerts aux populations de différentes communes d'Abidjan par le président Alassane Ouattara. La remise du don a été faite par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Les habitants de la commune de Koumassi sont les premiers à être servis. Compte rendu, Grace Kando. Le président de la République offre 17 000 kits alimentaires aux populations du district d'Abidjan. Ces kits sont composés essentiellement de poulet, de riz, d'huile et de tomates concentrées. Selon le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, émissaire du président de la République, Alassane Ouattara, ce don va permettre aux populations de célébrer les fêtes de fin d'année en toute quiétude. En Afrique, les symboles sont très forts à travers ce don. À travers ce don, il voudrait exprimer toute l'affection qu'il a pour la population de Koumassi. Non seulement Koumassi, mais dans toutes les 13 communes d'Abidjan. Le maire de la commune de Koumassi, Ndoye Raymond, premier bénéficiaire de ces kits, a salué l'initiative du président de la République. La population, par ma voix, voudrait lui traduire toute sa reconnaissance et lui dire qu'elle est engagée à ses côtés, qu'elle est engagée aux côtés de son aîné Henri Konan Bédié pour que la Côte d'Ivoire demeure dans la paix. Aujourd'hui est un jour de grâce, un jour de joie pour la couche la plus fragile des populations qui sont les veuves, les orphelins, les sans-emploi, car le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, a pensé à nous, oui, à nous aussi. Après l'étape de Koumassi, d'autres communes du district d'Abidjan seront visitées par cette délégation. Rappelons que ce geste annuel s'inscrit dans le programme du président de la République. Il répond à un seul objectif, aider les populations à passer de belles fêtes de fin d'année. Le reportage de Christelle Nda a été commenté pour vous par Grace Kando. Toujours dans le cadre des actions de portée sociale, rendons-nous maintenant à Kong, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. À Kong, donc, la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara a mis à la disposition de la municipalité un bibliobus de 3000 livres qui va contribuer à l'éducation et à l'épanouissement des enfants.
Un bibliobus de 3000 livres, voilà le don que la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara vient de mettre à la disposition de la municipalité de Kong dans la région du Djologo. À la cérémonie de remise du bibliobus, la représentante de la première dame a insisté sur la volonté de Dominique Ouattara de contribuer à l'éducation des enfants à travers la lecture. Vous savez, chers enfants, Maman Dominique souhaite de tout cœur que tous les enfants de Côte d'Ivoire aient la chance de découvrir la joie de la lecture. C'est pour cela qu'en plus des cadeaux qu'elle vous offre aujourd'hui, elle met à votre disposition un magnifique bibliobus de 3000 livres de divertissement, de culture générale et d'éducation, de 2 ordinateurs avec connexion à Internet, un vidéoprojecteur pour visionner des films. Avec ce bibliobus, ce sont également 600 enfants qui ont reçu des cadeaux pour la Noël. De quoi rendre heureux ces enfants. Le Père Noël que maman Dominique nous a envoyé est arrivé les bras chargés de cadeaux. Tous les enfants de Kong vont bien s'amuser et après pourront lire les livres du bibliobus. Nous vous promettons de bien utiliser ces documents pour avoir un bon résultat scolaire en fin d'année. Au nom des populations de Kong, le député maire Téné Birahima Ouattara a salué ce geste très important de la Fondation Children of Africa pour l'épanouissement des enfants du département de Kong. Ce qui vient de se passer à Kong est exceptionnel aujourd'hui. Nous ferons un très bon usage, mais également nous ferons profiter donc les départements de Ferké et de Ouangalo aussi de ce bus. Plusieurs autres localités du pays vont bénéficier d'un bibliobus pour développer le goût de la lecture chez les enfants. Après Korogo, Kong est la 2e commune au nord de la Côte d'Ivoire à bénéficier d'un bibliobus. Un autre don est dans une autre ville. Cette fois, ce sont des vivres et des non-vivres qui ont été remis aux enfants pensionnaires de la pouponnière Les Anges d'Adiaké. Ce don est du Rotary Club d'Abidjan Golf. On retrouve par Gassoro Koné. Des dons en vivres et en non-vivres, plus une enveloppe de plus de 500 000 francs CFA. C'est le geste fait par le Rotary Club Abidjan Golf aux pensionnaires de la pouponnière Les Anges et aux démunis de la ville d'Adiaké. Un geste qui, selon le président de cette organisation, vient améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées de cette localité. L'idéal du Rotary, c'est de servir, d'aider les démunis, tout ça. Des gens qui donnent leur cœur pour s'occuper des enfants d'autrui, franchement, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est vraiment important que vous sachiez, on doit vous féliciter, vous encourager à continuer. Je vous dis un grand merci. Honorine Edou, responsable de ce centre, a dit sa gratitude aux donateurs du jour. Elle promet en faire bon usage. Créée en 1980, la pouponnière Les Anges d'Adiaké recueille les enfants de 0 à 18 mois dont les mères sont décédées. Elle compte actuellement 53 pensionnaires, dont 3 handicapés. À Tafiré, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, a profité de son passage dans la localité pour expliquer le PND, le Programme national de développement aux populations. C'était dans le cadre de la 3e journée socio-culturelle de la jeunesse de Tafiré. Le commentaire est signé Mamadou Kwasi. Les 3e journées socio-culturelles de la jeunesse unie pour le développement du département de Niakara ont été un prétexte pour le ministre d'État Albert Mabry-Touakeus d'expliquer la politique de développement du président Alassane Ouattara aux populations de Tafiré. Le ministre d'État, ministre du Plan de Développement, a rassuré le peuple tagbanan de la volonté du chef de l'État d'améliorer les conditions de vie de toute la population de la Côte d'Ivoire, d'où la mise en place selon lui du programme présidentiel d'urgence, PPU, pour régler tous les besoins urgents des populations. Quant au programme national de développement, il viendra selon lui résoudre tous les problèmes d'école, de santé, de voirie, d'eau et d'électricité. Je voudrais vous dire qu'avant la prochaine élection présidentielle, vous sentirez davantage à Tafiré, à Niakara, ce que Ouattara est en train de faire pour ce pays. Quand le président sera passé, je reviendrai pour que nous puissions inaugurer des infrastructures. Je ne reviendrai pas pour faire des promesses, mais je reviendrai parce que beaucoup sera réalisé ici et nous reviendrons régulièrement pour faire des inaugurations. En plus des infrastructures, le ministre d'État, ministre du Plan de Développement, a annoncé la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Des projets qui pourront se réaliser si seulement les fils et filles du département de Niakara jouent la carte de l'union, de la solidarité et du vivre ensemble. Albert Mabry-Touakeus a invité la population de Tafiré à prier pour le chef de l'État pour lui accorder un second mandat en 2015. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a pas mieux en Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara pour nous apporter le développement et la paix.
Je voudrais donc que Tafiré et Niakara se mobilisent comme un seul homme pour faire mieux que vous avez fait en 2010. Le maire de la ville de Tafiré, Sunkalo Koulibaly, et les responsables de structures de jeunesse ont fait la promesse de s'engager sur la voie de la cohésion, de la fraternité et de la solidarité pour booster le développement de leur région. Ils ont aussi promis d'accorder un second mandat au chef de l'État pour qu'il achève son programme de développement. Retour dans la capitale économique pour parler de la réhabilitation du marché de la commune de Koumassi, une initiative qui divise les commerçants. On en parle avec Serge Coléa. Construit dans les années 70, le grand marché de Koumassi est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Des installations vétustes qui ne répondent plus aux normes de sécurité sanitaire. Face à cette situation, le maire Raymond Doyi a décidé de réagir. Le grand marché de Koumassi va bénéficier d'une complète réhabilitation. À partir de janvier donc, le site sera fermé au grand public. Une décision qui est loin de plaire à certains commerçants. Moi, ça ne m'arrange pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de coin pour m'installer. De négocier s'il peut faire étape par état. Sinon, on nous met au doigt comme ça ne va pas nous arranger. Pour certains syndicalistes du marché, la réhabilitation du grand marché de Koumassi s'impose aujourd'hui. On n'est pas contre qu'il arrange, même on est très content. Le marché, nous-mêmes, on a assis dedans, on a honte. Le marché est pourri. Selon le maire de Koumassi, les préoccupations des commerçants seront prises en compte. Mais au-delà, Koumassi a besoin d'un grand marché moderne équipé de toutes les commodités en matière d'hygiène et de sécurité incendie. Nous ne voulons pas raser le marché. Nous ne voulons pas casser le marché pour régler des comptes à qui que ce soit. Nous sommes responsables de la sécurité des biens des personnes, mais beaucoup plus de la sécurité des commerçants qui exercent sur nos marchés. Et on a connu par le passé, sur des marchés, des incendies, d'autres désagréments, et nous voulons absolument éviter cela à nos populations. Ce que nous avons fait, c'était d'abord de recenser tous les commerçants qui exercent sur ce marché. Nous avons un répertoire. Et chacun de tous ceux qui ont été recensés a une plaque. Ce qui veut dire que chaque commerçant a sa place garantie dès la fin des travaux. Les travaux de réhabilitation du grand marché de Koumassi, financés à hauteur de 200 millions de francs CFA par la Banque mondiale, débutent en janvier 2015. Ils vont durer 3 mois. Reportage signé Éric Goré et Serge Coléa. Un mot d'actualité internationale à présent. L'Airbus A320 d'Eurasia qui a disparu hier matin avec 162 personnes à bord entre l'Indonésie et Singapour s'est probablement abîmé en mer selon les autorités indonésiennes. Les débris repérés récemment n'appartiennent pas à l'Airbus. Les recherches toujours infructueuses donc se poursuivent. Alexis Ouedraogo nous en dit plus. Plus de 24 heures après la disparition de l'Airbus A320-220 de la compagnie malaisienne Eurasia, les autorités indonésiennes ont révélé que l'avion s'était probablement abîmé dans l'océan. 15 bateaux et 30 avions participent aux recherches entamées dimanche. L'opération est rendue compliquée par le mauvais temps en mer. Selon un porte-parole de l'armée indonésienne, les recherches se concentrent maintenant sur des traces de carburant observées près de l'île de Belitung, dans la zone de recherche de l'avion. Les débris localisés n'appartiennent pas au vol disparu. Les recherches en mer ont repris pour retrouver l'avion qui a disparu entre l'Indonésie et Singapour avec 162 personnes à bord dans la nuit de samedi à dimanche. Outre Singapour, l'Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Corée du Sud et l'Inde annoncent l'envoi d'une aide financière ou matérielle à l'Indonésie. Et on va rester avec Alexis Ouedraogo. Cette fois, notre reporter nous parle de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui vient de finir sa mission en Afghanistan. Cette mission d'intervention militaire de l'Alliance a duré 13 années. Quel est le bilan de la mission? Suivez maintenant. La force de combat de l'OTAN a baissé son drapeau dimanche, marquant son retrait définitif d'Afghanistan. Le commandant de la force de l'OTAN dans le pays, le général américain Campbell, a dressé un bilan positif de l'action militaire de la force dans le pays. Le 1er janvier 2015, la mission de soutien résolu, d'aide et de formation de l'armée afghane prendra le relais avec plus de 12 000 hommes. Les forces de sécurité afghanes fortes d'environ 350 000 hommes assurant désormais seules la sécurité du pays face aux talibans. Les États-Unis vont toutefois continuer à fournir un soutien aérien aux Afghans et pourraient intervenir directement en cas d'avancée rapide des talibans.
Mais cette situation risque encore d'être plus difficile si les deux candidats du deuxième tour à la présidentielle n'arrivent pas à s'entendre. Ashraf Ghani, qui a remporté les élections sur son rival Abdullah Abdullah, devrait former un gouvernement d'union nationale, mais les deux partis ne sont toujours pas d'accord. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir, mais l'information continue sur RTI1 et RTI.ci. Bonsoir.